Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans cet épisode Kiffe ta race en direct depuis le confinement. Kiffe ta race, c'est un podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Et oui, ici on parle toujours, malgré les circonstances, d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs et tout ça sans complexe. Alors la crise sanitaire du Covid-19, on est en plein dedans. Elle a révélé des inégalités ancrées dans nos sociétés. Les personnes qui étaient déjà vulnérables le sont encore plus. Les personnes isolées le deviennent davantage. Parmi ces inégalités, il y en est une qui est aussi criante et dont on va parler aujourd'hui ensemble dans Kiffe ta race. Ce sont les inégalités de territoire et leur traitement médiatique. Cette période ne fait qu'exposer des réalités déjà existantes et a malheureusement amplifié des difficultés chez les populations les plus fragiles. Alors vous le savez, et on vous l'a déjà dit à maintes reprises, ici on parle de questions raciales. Mais si vous nous suivez, vous savez aussi certainement que c'est un sujet que l'on a du mal à évoquer de manière frontale en France. On a plutôt tendance à préférer les périphrases. Ainsi, pour parler d'arabes et de noirs, et souvent de manière négative, on va parler des banlieues ou des quartiers populaires où les minorités sont effectivement surreprésentées. Et c'est ce que nous avons constaté et dont nous voulons vous parler aujourd'hui dans cet épisode. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes toutes les deux les seules personnes à parler dans cet épisode. Grace et moi, on n'a pas d'invité. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Enfin, si je sais, Grace, mais je fais la mystérieuse, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Je ne fais pas partie des 7% de franciliens qui ont quitté la région. Je suis toujours là. Et toi ? Moi aussi, je suis toujours en région parisienne. J'ai la chance d'être confinée avec ma famille chez moi dans le 94. Et je passe beaucoup trop de temps à scroller mon téléphone, à lire des informations horribles de par le monde et sur la France. Hein. Donc, et parmi ces informations, il y en a plein qu'on va disséquer aujourd'hui. Et toi ? Ouais, bah moi c'est pareil. Hein, je passe beaucoup de temps à errer sur les réseaux sociaux. Je travaille moins que je devrais, ou différemment. En tout cas, je me suis fixé des objectifs que j'arrive jamais à atteindre. Donc j'ai une espèce de retard affolant. Toi, t'arrives à bosser du coup ? Moi, j'ai vachement de mal. Hein. J'assure la continuité pédagogique de mes 3 enfants, qui me prend déjà un temps monstrueux. Et je pense que pour plein de parents, c'est pareil, cette espèce d'angoisse d'assurer le pain sur la table, en plus d'assurer la continuité pédagogique, en plus de savoir de savoir de quoi demain sera fait, c'est assez plombant. Bah, c'est angoissant et tu as la chance de disposer d'un certain capital culturel qui te permet d'accompagner tes enfants dans cet exercice, mais c'est vrai que c'est pas le cas de tous les parents. D'une part, qui peuvent pas le faire, et puis d'autre part, qui sont justement pas chez eux. On va en parler un petit peu. Alors, puisqu'on parlait de ces news qui nous obsèdent, parmi toutes les actualités qui nous ont abreuvées, il y en a beaucoup qui ont concerné le respect des mesures de confinement annoncées en France par le président de la République Emmanuel Macron le lundi 16 mai 2020. On s'en souviendra de cette journée. 16 mars. 16 mars. Oh là là, moi je suis déjà à la fin. J'ai tellement envie de sortir. Je suis dans le futur. Inch'Allah, le 16 mai. Et qui a pris effet le lendemain, donc le 17 mars à 12h. Dès les premiers jours, on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'images de marchés de quartiers populaires parisiens, à Belleville, à Barbès, avec des populations majoritairement non blanches présentées comme des personnes incapables de respecter l'ordre public, chère Grace. Et puis au vu du soleil qui est au beau fixe depuis le début du confinement, ça a donné beaucoup d'imagination aux rédacteurs de presse. Et la militante féministe Fatima Ben Omar a épinglé un méga fail du journal Le Parisien. 2 articles qui sont parus le même jour et qui traitent de faits qu'on pourrait considérer comme identiques, mais d'une façon complètement différente. Donc, j'ai envie de te les dire, Grace, parce que c'est super intéressant. Donc, le titre du premier article, c'est « Coronavirus en Seine-Saint-Denis, un nombre record d'amendes. Police et justice durcissent le ton ». Et donc, le chapeau dit « 10% des amendes dressées dans le pays mercredi l'ont été en Seine-Saint-Denis. Face à l'indiscipline, police et justice sévissent. Des CRS ont été appelés en renfort. La préfecture prépare un nouvel arrêté encore plus contraignant. » Aïe, aïe, aïe. Ouais, donc on sent que là, c'est la guerre, quoi. En fait, il y a des gens qui ne respectent pas et on fait appel à la police. Autre article, donc c'était le 19 mars, les 2 articles. Titre, confinement à Paris, 2 points. Avec ce temps, c'est dur de ne pas sortir. Et donc, le chapeau dit, comme Lucie, de nombreux Parisiens n'ont pas résisté à l'appel du soleil et ont bravé l'épidémie du coronavirus. Les patrouilles de police vont être renforcées dans la capitale. Ce que je trouve super intéressant, en fait, dans le traitement des 2 articles, c'est que dans le premier article, donc, qui concerne la Seine-Saint-Denis, les seules personnes qui sont citées, donc, qui ont été interviewées, sont des policiers. Ils sont exaspérés par des jeunes dont on n'entend jamais la voix. Et l'article dit, à Aulnay, on manie la pédagogie et le bâton.
Donc, c'est vraiment la répression qui est portée en épingle, quoi. Mais l'article finit quand même par reconnaître que la police municipale estime que les mesures sont globalement bien respectées par la population. Du coup, tu te demandes quel est l'objet de l'article. Et dans le deuxième, beaucoup plus d'empathie. On explique que le thermomètre est monté à 21 degrés. Donc là, tu sens l'idée de sortir. On cite une personne qui dit que c'est dur de résister, une dame de 75 ans, une esthéticienne qui se plaint de l'appart exigu qu'elle partage avec son fils, comme si les banlieusards vivaient seuls dans des lofts, tu vois. Et on parle d'un père qui balade ses ados dans une ambiance détendue, je cite, pour l'ambiance détendue. On va même jusqu'à évoquer une séance de bronzage. Je suppose que les gens de Nez-sous-Bois doivent se contenter de leur bronzage naturel. On est presque soulagé dans l'article de voir quand même que 2 cadres parisiens récalcitrants sont quand même verbalisés. Et enfin, je sais pas ce que tu en penses, moi je trouve ça dingue, cette différence de traitement où d'un côté, tu as vraiment l'empathie, tu te mets à la place des gens, tu te dis bah oui, les pauvres, ils vont sortir. Et de l'autre, c'est des jeunes qui ne respectent pas et qui ne sont traités que sous l'angle policier, quoi. Là, tu as vraiment lu côte à côte deux articles du Parisien, donc du même journal, 2 traitements médiatiques complètement différents des mêmes faits. C'est-à-dire des gens qui n'en peuvent plus déjà du confinement, il y a beaucoup d'empathie d'une part, et de l'autre, c'est la répression. Il y a vraiment t'as bien décrit ça, et le tweet de Fatima Benomar, elle a bien dit aussi, elle a tweeté quelque chose du genre, Lucie, il y a les indisciplinés d'un côté et les promeneurs de l'autre. Elle a dit, il y a vraiment alors que Lucie profite du soleil. Et c'est vraiment ça. Il y avait d'un côté l'indiscipline et de l'autre côté, des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de sortir parce qu'il fait beau, quoi. Et ça nous fait penser à un autre article dans Libération qui est sorti récemment le 21 avril. C'est le sociologue Michel Kokorev qui a été interviewé dans Libé, et donc il dit bien que ces territoires jouent le rôle de bouc émissaire. Donc ces territoires, c'est le 93, c'est les banlieues, c'est les quartiers populaires, comme tu as dit tout à l'heure, toutes ces périphrases qui sont utilisées pour nommer les personnes pauvres, les personnes noires, les personnes arabes, les personnes qui vivent dans ces quartiers entre guillemets, parce que un quartier, ça n'a pas de géographie, hein. Tout le monde vit dans un quartier, a priori. Tu vis pas dans l'herbe. Et donc Michel Kokorev, il dit: à cet égard, la question du respect du confinement est une fausse piste. Les chiffres montrent très bien que les mesures ne sont pas moins respectées en Seine-Saint-Denis que dans le département voisin des Hauts-de-Seine. Cet argument vise surtout à légitimer les interventions rugueuses et stigmatiser à nouveau les populations de ces quartiers populaires qui jouent le rôle de bouc émissaire en temps d'épidémie. Donc il y a vraiment cette idée qui est diffuse partout dans nos médias, que les quartiers sensibles, les cités, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, ils seraient beaucoup moins réceptifs aux directives sanitaires parce qu'ils ont un problème inhérent, ces gens-là, avec l'autorité, ils sont violents. Et il y a vraiment quelque chose comme ça qui transpire. Et moi, ça m'a aussi fait penser à des propos qu'a tenu le sociologue et philosophe Geoffroy de la Gannerie sur ses réseaux sociaux, qui a été repris en tribune dans les Inrocks, où il dit que les dispositifs sociaux sont toujours investis par des passions et des fantasmes collectifs. La lutte contre l'épidémie et la politique du confinement sont l'occasion à la résurgence de pulsions particulièrement problématiques. Et cette injonction à rester chez soi et la nécessité de distanciation sociale fournissent un prétexte pour renforcer les pulsions de contrôle de chacun sur chacun. Et c'est hyper intéressant parce qu'il dit que tout ça tend vers une droitisation de la société, ce truc de « Ah, mais toi, t'es sorti, t'as fait la trentaine avec tes enfants, c'est pas bien ». Il y a vraiment un climat très, très de jugement des autres, vraiment qui porte un peu à la délation, quoi. Et donc, parmi ces irrationalités qui ressurgissent pour nous contrôler plus pendant le confinement, il y a ces démons du racisme, du sexisme, de la pauvrophobie, et on le voit bien parce à travers la Seine-Saint-Denis, le 93, qui est vraiment traité différemment de Paris, intramuros, ou des quartiers aisés dans n'importe quelle ville française. Oui, effectivement, le 93, c'est vraiment le département type qui est hyper racialisé. Dans l'inconscient collectif, le 93, c'est vraiment l'endroit des minorités et des minorités indisciplinées. Donc, il y a vraiment un focus particulier. Quand on va dans le 93, on va chercher quelque chose qui serait de l'ordre de la culture minoritaire et des non-blancs. C'est le zoo, ouais. Exactement ça, c'est le zoo humain où on regarde des gens faire des choses différentes de ce que fait la majorité de la population. Et puis, ce que tu dis par rapport au sentiment de délation, je ne sais pas si tu as vu, mais les chiffres du 17 ont explosé. Et en fait, il y a plein de gens qui appellent le 17 pour dénoncer le non-confinement de leurs voisins. Non, mais...
juste envie de dire, mais sérieusement, quoi? Ah ouais, C'est vraiment, c'est abominable. Tu vois, je me dis, mais à quel moment, enfin, tu vois, tu vas scruter, ouais, il a acheté 2 baguettes aujourd'hui, je crois que, enfin, tu vois, genre, non, mais c'est quand même une ça. mentalité spéciale, quoi. Ah ouais, En ouais. particulier. Et du coup, quand on dit ça sur les habitants de Seine-Saint-Denis, on oublie le principal. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand les chiffres de la surmortalité, parce qu'en fait, on a vu que des chiffres ont démontré qu'il y avait une surmortalité des habitants de la Seine-Saint-Denis, donc du 93, et quand ils ont été rendus publics, ça n'a pas loupé. On a vu, par exemple, que avant même que ces chiffres soient rendus publics, Florian Philippot, donc l'ex-RN, toujours d'extrême droite, hein, je pense qu'on est Il partout, n'a pas changé de bord. ne l'a pas vacciné. Il avait tweeté: le bain de foule d'Emmanuel Macron ce jour en Seine-Saint-Denis est d'une irresponsabilité totale et montre que le non-respect du confinement dans certains quartiers ne dérange pas le sommet de l'État. Pourtant, ce non-respect tue. Donc vraiment l'idée de la responsabilité des gens de Seine-Saint-Denis par rapport à une surmortalité. Et donc sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de gens qui fustigeaient le manque de discipline des gens qu'ils appellent les racailles. Et donc, d'une certaine manière, alors que ce que tu dis, ce que dit le sociologue Michel Kokoreff, c'est vraiment qu'il y a le même respect partout en France, bah là, on accuse les gens d'être responsables de leur surmortalité. Et en réalité, il y a des chiffres qui montrent qu'entre le 21 et le 27 mars, les décès ont bondi de 63% par rapport à la semaine précédente, donc en Seine-Saint-Denis, et que les éléments de comparaison montrent que dans les départements voisins, à Paris, dans le Val d'Oise, la hausse est de 32 et 47%. Et en Moselle, par exemple, qui est un département quand même qui a été très touché dans le Grand Est, eh bien, c'est du 45%. Et en réalité, quand on voit ça, on se dit, les gens qui disent que c'est dû à l'absence de confinement sont vraiment paresseux sur le plan intellectuel, parce qu'en réalité, les gens déjà qui sont en Seine-Saint-Denis, pour beaucoup, n'ont pas la possibilité de respecter le confinement pour la bonne et simple raison que figurent parmi les populations qui ont dû continuer à travailler. Donc, il y a beaucoup de classes populaires, les éboueurs, les agents de sécurité, les caissières, les aides-soignantes, les livreurs, les agents d'entretien, les ambulanciers, les chauffeurs transport en commun. C'est vrai que je genre beaucoup je dis les caissières et je dis beaucoup les agents de sécurité parce que ce sont des métiers malheureusement qui sont très genrés et ce sont des gens qui, pour beaucoup, n'ont pas de véhicule personnel, donc utilisent les transports en commun et n'ont pas de protection. Donc, c'est normal que ces gens-là qui sont à l'extérieur, pas protégés et vont dans des foyers d'infection, soient beaucoup plus contaminés que le reste. Puis en plus, il y a d'autres facteurs. Le fait que, par exemple, les gens des classes populaires soient en moins bonne santé, donc plus de cancer, plus de diabète, d'accidents cardiovasculaires, d'hypertension, et qu'en plus, la Seine-Saint-Denis, si on la considère, tu vois, vraiment comme une entité voilà, à part, c'est un désert médical. Enfin, c'est vraiment, elle vit des problèmes de déserts médicaux. Il y a 54,6 médecins pour 100 000 habitants dans 93, contre 71,7 en région parisienne. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et donc, les services publics sont dégradés. Et j'ai lu un entretien où Mohamed Niabali, qui est le maire de l'île Saint-Denis, donc dans 93, il dit que les gens ont tendance à attendre avant d'aller chez le médecin ou à l'hôpital parce qu'ils ont la crainte des coûts. Donc, quand tu attends et que tu as mal et que tu attends en fait, que ce soit vraiment grave pour aller à l'hôpital, ça veut dire que de fait, tu es en moins bonne santé et donc tu es surexposé aux conséquences du virus qui frappe plus durement les organismes qui sont plus fragilisés, quoi. Donc, enfin, voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est tellement évident que, voilà. Et en plus, c'est vraiment la mauvaise foi de mettre sur le dos du non-respect du confinement ces chiffres, cette surmortalité, puisque à la date où ces chiffres ont été publiés, entre le 21 et le 27 mars, cette hausse des décès en 93, les personnes qui sont venues dans les hôpitaux, elles avaient été contaminées avant que le confinement avait été décrété. Donc, c'était vraiment une mauvaise foi et de jeter l'opprobre, de trouver le bouc émissaire, encore une fois, et de jeter ça sur les classes populaires, les classes racisées, parce que il n'y avait aucun lieu, il n'y avait pas lieu de comparer ça avec le confinement, avec une question de moralité en vrai. Qui sont les bons Français, qui sont ceux qui respectent le confinement, qui sont ceux qui prennent soin d'eux-mêmes et du coup d'autrui, parce qu'il y a cette idée-là dans le confinement, c'est que si tu prends soin de toi en restant confiné, en fait tu protèges les autres. Mais ça ne marche que quand ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui protègent les autres en continuant à travailler, en continuant à prendre soin des autres, des pauvres, des vieux, voilà. Enfin, c'est en faisant tourner cette économie essentielle, on a labellisé essentielle pour que la plupart, pour que les autres personnes puissent rester confinées chez eux. Donc, Exactement. et
Et du coup, je voulais aussi rebondir sur ce que tu viens de dire pour faire un parallèle avec les États-Unis, un parallèle qui a été dressé par la journaliste Mona Chalabi, qui travaille notamment pour The Guardian, qui est d'origine britannique, irakienne britannique. Sur son compte Insta, elle a posté quelque chose, des chiffres qui sont temporaires, mais qui sont alarmants, qui démontrent que dans certains États, des États où il y a des populations noires qui représentent une certaine partie de la population, il y a aussi une surmortalité par rapport à ces populations-là. Donc, il y a l'État du Michigan, de l'Illinois, de la Louisiane, de Milwaukee, hein, à titre d'exemple, et où, par exemple, dans l'Illinois, les Noirs représentent 14% de la population, mais 42% des décès de l'épidémie. En Louisiane, 70% des morts sont noirs. À Chicago, 72%. Donc, il y a vraiment des taux de mortalité qui sont plus élevés, comme ceux qu'on a pu constater en Seine-Saint-Denis par rapport à la moyenne de la population globale, en raison de la même manière d'exposition plus élevée au Covid-19, en raison d'emploi du secteur dans des services sans système de congé de maladie payée, sans possibilité de se confiner, sans pouvoir cesser de travailler, sans distanciation sociale. Il y a aussi des précédents de santé défavorables, comme tu disais, le diabète, l'asthme, et qui sont aussi liés aux disparités de logement, la pollution de l'air, l'accès à une alimentation de qualité, et aussi le racisme dans les structures de santé qui a pour conséquence que les personnes noires et racisées de manière générale sont moins bien soignées quand elles se présentent dans ces services. Bah, du coup, c'est vrai qu'on se rend compte que de part et d'autre de l'Atlantique, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que c'est vrai qu'en plus de ne pas pouvoir de devoir travailler, donc être à l'extérieur, d'avoir des services médicaux de moins bonne qualité, il y a aussi la question des appartements. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, on sait qu'il y a beaucoup d'appartements insalubres, exigus et surpeuplés. Donc, la question de la distanciation, la fameuse distanciation sociale, en fait, elle est impossible à mettre en œuvre. Et puis aussi, il y a beaucoup de cohabitation intergénérationnelle. Tu vois, donc forcément, des personnes âgées qui vont vivre avec voilà, plusieurs générations qui vont vivre ensemble. Et les personnes âgées, on sait qu'elles sont fragiles. Et quand elles sont proches d'enfants dans des appartements qui sont trop petits pour créer de la distance, eh bien, ça entretient ce risque, quoi. Et c'est dommage d'avoir vraiment focalisé la médiatisation sur le caractère pseudo-indiscipliné de populations qui sont aussi en réalité respectueuses du confinement que le reste. Et on pense d'ailleurs, j'ai envie de faire cette parenthèse, mais tu as suivi la messe, comment on dit ça, la messe clandestine qui a été célébrée pour Pâques en plein Paris. Ah oui. Alors là, c'est l'espèce d'alu où en fait, tu as eu cette messe qui a été célébrée en pleine nuit. Les gens ont entendu de la musique parce qu'ils ont joué de l'orgue. Je veux dire, enfin, vraiment être à l'aise pour vraiment se dire que ça va pas se voir, quoi. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que la police est venue. Le prêtre, effectivement, a reçu une amende, mais les dizaines de personnes qui étaient présentes, elles ont été relâchées. En fait, on les a laissées partir sans leur faire payer une amende, alors qu'elles savaient très bien qu'elles étaient dans la clandestinité. Et tu vois, je te laisse imaginer si des musulmans avaient fait une prière clandestine collective. Enfin, je veux dire, je pense qu'on en aurait parlé pendant 15 jours non-stop et que tous les partis, tu vois, extrémistes se seraient mobilisés pour parler de l'intégration, etc., etc. Donc, on voit aussi que, voilà, quand on ne respecte pas la loi, il vaut mieux être catholique, tu vois. En plus, vraiment, c'est un mouvement qui était voilà, qui s'est quand même pas mal illustré dans le cadre de la manif pour tous, donc un mouvement qu'on peut considérer comme assez radical. Vaut mieux être catholique radical que musulman radical. Ça me fait penser à ce que tu viens de dire, Okaya, à une remarque qu'on m'a faite sur les réseaux sociaux de la part d'une femme qui s'appelle Nadiat, qui m'a dit que le Grand Est, donc la Moselle et autour, ils ont été envahis par le Covid-19 en raison d'un rassemblement religieux. Ouais, évangéliste. Et bon, voilà. Et elle m'a dit, si ça avait été un rassemblement musulman, on en aurait entendu plus parler que le pangolin. Et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment raison, c'est-à-dire que cette norme-là, cette norme qui est diffuse dans notre société française, on le remarque plus quand c'est un rassemblement religieux chrétien, d'une manière générale, hein, parce que évangéliste, ça reste, c'est quand même chrétien. Voilà, c'est comme si c'était un non-événement, en fait. Alors que si ça avait été, comme je dis, un rassemblement de personnes de confession musulmane ou autre, hein, ça aurait été peut-être beaucoup plus problématique. Et pareil pour cette messe pour Pâques, tu vois, qui était incontournable. Voilà, la messe parisienne, c'est Saint-Nicolas du Chardonnay. Et c'est vrai que cette messe qui a eu lieu dans le Grand Est, elle a vraiment été le foyer d'un grand nombre de contaminations. Comme des gens, en plus, étaient venus notamment des Outre-mer, de la Guyane, etc. Ça a vraiment répandu le virus à travers toute la France.
Et du coup, je trouve que voilà, cette manière de couvrir les informations avec vraiment une grille de lecture différente invisibilise des initiatives qui sont voilà, qui sont positives, parce que il y a quand même plein d'initiatives d'entraide qui ont eu lieu. Et là, on en parle moins. Par exemple, j'ai entendu parler d'une association qui s'appelle Entraide Confinement Pré Saint-Gervais. Donc, le Pré Saint-Gervais, c'est une ville de Seine-Saint-Denis où un habitant propose de mettre en lien les habitantes et les habitants qui le souhaitent pour pouvoir s'entraider dans cette période compliquée. Je sais qu'à Clichy-sous-Bois, il y a eu donc 93 encore des distributions de palettes de nourriture. À Montreuil, en Seine-Saint-Denis également, fabrication de masques de la part de personnes qui sont volontaires, des couturières notamment. Aux Ulysses, il y a l'association Youssef Nazario et Alors Ensemble qui se sont unis pour faire une opération spéciale de distribution de plats. Et ça, c'est important de se dire que voilà, il y a des gens quand même qui se relaient pour distribuer de la nourriture, pour faire des courses, parce que il y a aussi cette question, comme c'est le département le plus pauvre de la France hexagonale, il y a vraiment cette question des ressources, et notamment des ressources en termes de nourriture, qui est très très importante. Et il y a plein de familles, par exemple, qui comptaient sur les cantines scolaires pour nourrir leurs enfants, qui se retrouvent obligées d'assurer 3 repas par jour. Et quand tu as plusieurs enfants, plusieurs repas à fournir, des repas équilibrés, c'est compliqué. Et ça, on en parle beaucoup moins, je trouve. Oui, c'est vrai que tu as raison. Le déploiement de solidarité dans ces cas qu'on juge indisciplinés, on en parle. Alors, je ne sais pas si c'est question de buzz, que voilà, ça fait mieux buzzer quand on dit du mal des autres. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit très peu de relais de ces actions positives, de ces actions humaines de solidarité qui sont partout. Hein. Moi, j'ai noté notamment à Argenteuil, qui est dans le 95, dans le Val d'Oise, juste à côté d'Épinay-sur-Seine, des initiatives du collectif Dictée pour tous, qui est mené par Abdella Boudour et qui a lancé pour le confinement une opération qui s'appelle Tablette pour tous, parce qu'il y a une fracture du numérique qui se fait autour de la continuité pédagogique. Il y a des enfants et des familles qui ne peuvent pas assurer cette continuité pédagogique-là parce que peut-être qu'ils n'ont pas assez d'écran, peut-être que les personnes qui accompagnent les enfants ne sont pas en mesure d'assurer cette continuité pédagogique. Je pense à mes parents qui, à l'époque, moi, ne parlaient pas assez bien le français pour pouvoir faire des devoirs de CM2 ou de collège, voilà. Et donc, il y a une campagne Ulule qui a été lancée pour aider ces familles-là. Donc, une tablette peut être achetée pour 90 € ou un ordinateur pour 200 €. Voilà. Donc là, pour l'instant, la campagne aujourd'hui, elle a réussi à collecter 1400 €. Et je trouve que ça, ce genre d'initiative, c'est vraiment quelque chose dont les familles ont besoin là actuellement, tout de suite. C'est pas quelque chose pour après, c'est pour maintenant, parce que la continuité pédagogique, l'enfer des devoirs, c'est quelque chose qui pèse tous les jours quotidiennement sur ces familles-là. Et en plus de ce que tu dis sur la faim, sur le bien manger, pour de continuer à vivre dignement et correctement pendant cette période de confinement. Bah, tu vois, c'est ce que je me dis. Je me dis que, tu vois, quand j'étais petite, si mes parents avaient dû assurer, tu vois, la possession de matériel informatique, etc., sans compter le coût, tu vois, l'électricité avec le Wi-Fi, les machines qui marchent en continu, je sais même pas comment ils auraient fait, tu vois. Et en fait, je sais pas si tu as vu, mais dans Le Monde, il y a le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, qui a fait une tribune pour justement dénoncer ces inégalités qui sont vraiment patentes, quoi, qui sont vraiment extrêmement, extrêmement brutales. Et en fait, il a dit qu'il avait contacté Orange et Free pour leur demander d'offrir en fait un accès 3G aux familles qui sont en difficulté. Et il a dit qu'il attendait toujours. Et je trouve que ce serait super en fait si les opérateurs de téléphonie décidaient d'offrir un accès Internet aux gens qui n'ont pas les moyens de payer les abonnements qui permettent effectivement d'assurer la continuité pédagogique. Et là, on est dans une dimension évidemment sociale, donc c'est vraiment une question sociale, mais on sait que dans les groupes sociaux défavorisés, les minorités sont surreprésentées. Donc on est aussi sur notre thématique d'une certaine manière, quoi. Même si ça ne touche pas que des personnes non blanches, il y a aussi des blancs qui sont victimes de tout ça. Mais on avait invité, tu sais, Anina Chouchou ici pour parler de... Et je sais qu'avec une école pour tous, ils essayent de se bouger pour faire en sorte que les gens qui sont roms et qui sont notamment dans des camps aient accès à une scolarité, etc. Mais en ce moment, t'imagines, ça doit être terrible, quoi, de pas pouvoir respecter les mesures d'hygiène. Enfin, c'est vraiment... et ça, pour le coup, ça vise un groupe ethnique, tu vois. Complètement. Ces inégalités qui sont de toute l'année présentes, elles sont renforcées pendant cette période de repli sur soi, parce que c'est ce qui se passe actuellement. Donc tout ça s'est exacerbé. Le 10 avril, Adil perdait la vie après que son scooter ait été percuté par un véhicule de police.
Avec Najat et Bethel, on a décidé de mettre en lumière la parole d'un jeune qui connaissait Adil. Parce que les violences policières sont devenues monnaie courante, nous pensons que ce confinement n'a fait qu'exacerber et légitimer des inégalités de traitement à travers des comportements d'intimidation, d'agression et d'humiliation de la part de certains policiers envers les personnes racisées et les personnes issues des quartiers populaires. Donc là, c'était une vidéo de Justice pour Adil, une vidéo du média Tout va bien, qui est un web média belge sur l'actu, le monde, et qui est produit par le festival Esperanza en Belgique. Donc, et on a entendu Bethel qui parlait de ce qui se passe en Belgique actuellement. Par rapport aux violences policières et ce qui est arrivé à Adil. Et c'est pas un cas isolé, puisqu'on en a aussi en France et partout ailleurs. Là, il s'agit d'une personne qui est morte et c'est vraiment super triste et super violent. J'ai vu aussi sur le compte Twitter de la journaliste Warda Mohamed qu'elle disait qu'il y avait eu plusieurs personnes qui étaient décédées dans le cadre d'interpellations policières pendant le confinement. Donc voilà, en fait, comme les policiers sont en charge de contrôler les attestations, forcément, ça crée un nouveau pouvoir et un pouvoir qui peut aussi confiner à l'arbitraire. Du coup, j'ai envie de te lire le tweet de Lina Malandro, qui est une consoeur d'un super podcast qui s'appelle La Taille Podcast, qui parle notamment des cultures nord-africaines et qui fait partie du collectif Vraie Meuf. Et elle a dit: à Paris, si tu respectes pas le confinement, on te met une amende. En banlieue, on te coupe la jambe. Et là, elle faisait référence à un accident qui est arrivé à Villeneuve-la-Garenne où le mec, en fait, il a pas perdu ça. Enfin, on lui a pas coupé la jambe, mais c'est un homme qui circulait en scooter sans casque. Vraisemblablement, en tout cas, il respectait pas ce certain nombre de lois, mais c'est pas la question parce que, en fait, apparemment, d'après ce qui est dit, et là, c'est vraiment conditionnel, les policiers auraient ouvert la portière et l'auraient fait chuter, ce qui aurait lui aurait valu un accident grave et notamment sa jambe a été sérieusement blessée. Mais tout ça pour dire que il semblerait que les brutalités policières sont beaucoup plus importantes en banlieue. J'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à suivre le travail remarquable qui est accompli par Siam Asbag, qui est une journaliste qui est aussi militante, qui recense toutes les violences policières, qui a commencé aussi à mettre en ligne des témoignages audio de personnes qui ont été victimes de violences policières et qui fait vraiment un travail de recoupement très, très juste. Et donc, j'ai envie de vous parler de cette histoire-là qui s'est déroulée aux Ulysses, dans l'Essonne, dans le 91, où un jeune homme qui s'appelle Sofiane, donc qui est salarié d'Amazon, donc on imagine qu'il était à l'extérieur pour travailler, et en fait, il n'avait pas d'attestation sur lui, il a vu la police et il a fui. Ce qui est un réflexe très courant en fait dans les quartiers populaires où les jeunes ont peur de la police et on sait pourquoi, puisque beaucoup de brutalités interviennent. Et le jeune homme en fait a été encerclé par plusieurs agents de la BAC, qui est la brigade anticriminalité. Il a été mis à terre et frappé plusieurs fois et amené sous le porche d'un bâtiment où on a entendu des cris mais horribles s'échapper. Et la vidéo heureusement a été prise et a été massivement relayée sur les réseaux sociaux. Et en fait, Amal Bentounsi, qui a été notre invité dans Kif Taras récemment, du collectif Urgence contre police assassine, a dit: depuis le début du confinement, on assiste à une recrudescence des violences policières, à un acharnement et à un défoulement sur les populations qui vivent en banlieue. Et pour elle, rien ne justifie cette violence. Donc, c'est une interview qui a été relayée par l'AFP. Et c'est terrible, en fait, parce que tu vois que la mère du jeune homme était horrifiée. Je veux dire, à un moment donné, à supposer qu'il n'ait pas respecté les mesures en n'ayant pas d'attestation, il n'y a rien qui justifie qu'il ait été tabassé. Il a décidé de porter plainte. Et je trouve ça dingue. Et il y a une autre histoire en fait qui s'est produite à Aubervilliers, où il y a une ado qui s'appelle, là c'est reporté par le site actu.fr et qui a une section Actu Seine-Saint-Denis, et elle s'appelle Ramatoulaye B. Elle témoigne d'une brutalité en fait. Selon le site, elle est sortie faire des courses. Elle avait une attestation manuscrite, donc on a le droit d'avoir une attestation manuscrite, parce qu'encore une fois, les attestations sont aussi la source d'injustice. Il faut avoir du papier, il faut savoir écrire, il faut pouvoir imprimer. Il y a plein de choses. Il faut avoir un smartphone si on a l'attestation écrite. Et donc, elle avait l'attestation manuscrite. En fait, on lui a dit que c'était pas valable, et elle a été frappée et tasée, s'il te plaît. Enfin, je veux dire, hallucinant. Et donc, Actu Seine-Saint-Denis a pu consulter le certificat médical qui dit que l'examen médical met en évidence un trauma épaule gauche et poignet droit, des hématomes, des douleurs cuisse gauche, dans le cadre de coups et blessures volontaires, et ça justifie un ITT une interruption temporaire de travail de 5 jours.
Donc, je sais pas si c'est un truc incroyable. Je te dis, et comme par hasard, Ramatoulaye, Sofiane, donc des noms qui indiquent quand même des origines étrangères et peut-être une concentration particulière des brutalités à l'égard de personnes qui sont noires et qui sont perçues comme arabes. Tu vois ce que je veux dire? Oh ouais, moi, je suis comme toi, je lis aussi beaucoup de ces articles. Et souvent, quand je lis ces articles, je vois aussi passer des expressions comme racaille, de délinquants dans ces enclaves qui échapperaient à la police et à la justice. Et on remarque les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre quand il s'agit de violences policières, ces mécanismes, c'est la criminalisation des victimes. On regarde si la victime peut montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi est-ce qu'elle courait, pourquoi. Donc on a toujours ces mécanismes qui sont les mêmes, et aussi la déresponsabilisation des services, des services policiers, des institutions, parce que c'est quand même des agents de l'ordre public qui sont censés nous protéger, nous, d'une manière générale, la population, et qui sont potentiellement les auteurs de violences. Et donc, le traitement médiatique de ces violences policières, il est encore plus, pendant le confinement, problématique et renforce ces sentiments irrationnels qui ont cours toute l'année. Et ça donne lieu, moi, ce que je trouve vraiment regrettable, c'est que les gens, effectivement, vont expliquer ils n'avaient pas de casque, ils n'avaient pas d'attestation. Je pense notamment à ce qui s'est passé à Villeneuve-la-Garenne. Mais à un moment donné, ce qui se passe, en fait, quand on ne respecte pas les lois, la loi du 23 mars relative au confinement, c'est qu'on a une amende. C'est pas de se faire tabasser. Et je me dis, pourquoi il y aurait un droit dérogatoire pour les personnes qui ne respectent pas cette loi-là en banlieue? Je veux dire, à un moment donné, il n'est pas du tout question que les policiers agissent par la violence. Et c'est vrai que cette concentration d'attention et cette manière de justifier en disant il avait un dossier lourd, etc. D'ailleurs, le jeune homme de Villeneuve-la-Garenne a témoigné depuis son lit d'hôpital en disant que c'était pas un enfant de cœur, mais que malgré tout, ce qui lui arrivait n'était pas juste. Et c'est vrai qu'il faut faire la part des choses entre des méfaits éventuels qui peuvent être sanctionnés, donc vraiment dans un cadre légal, et des excès qui n'ont absolument aucune justification. Et ça, là-dessus, il faudra faire un suivi, mais je pense vraiment qu'il y a des questions relatives aux libertés publiques qui méritent vraiment, vraiment une attention importante parce que, voilà, il y a des choses qui vont pas, il y a une marge de manœuvre qui est trop importante qui est laissée à certains policiers qui en abusent. C'est pas le cas de tous, mais il y a quand même beaucoup de gens qui abusent, qui creusent en fait un sillon qui était déjà présent avant. Et comme tu le disais au départ, ça aggrave des choses qui étaient déjà existantes. Et je voudrais aussi rappeler que le 21 avril, c'est-à-dire hier, là aujourd'hui on est le 22 avril, mais hier le 21 avril, ça a marqué les 8 ans de la mort d'Amin Bentounsi, des suites de violences policières, et on a pu interviewer, comme tu l'as dit, Amal Bentounsi, qui est sa sœur, pour parler du combat qu'elle mène contre ces violences policières-là, et dans un précédent épisode de Kif Taras, et pour reprendre ces paroles qu'elle dit, l'urgence sanitaire, elle ne peut pas justifier ces violences. Rien ne peut justifier ces violences, ni actuellement, ni maintenant, ni avant, ni après. Donc il y a vraiment un contrôle un contrôle qui est réclamé d'ailleurs par les collectifs qui veillent sur les violences policières, un contrôle plus on va dire efficace de l'utilisation de cette contrainte légitime qui est la police. Et d'ailleurs, il faut renvoyer justement à ce que nous avait annoncé Amal Bentounsi dans notre épisode sur les violences policières, c'est qu'elle a lancé une application qui s'appelle Urgence Violence Policière, UVP, qui permet de filmer, si vous assistez à une violence policière, de filmer les violences policières. Et ce qui est bien avec cette application, c'est que les vidéos sont directement enregistrées sur un serveur, ce qui fait que si pour une raison X ou Y, on vous prend votre portable, on vous efface la vidéo, etc., elle est en sécurité sur un serveur et permet de documenter une arrestation éventuellement qui serait excessive, qui ferait l'objet d'une brutalité injustifiée. Enfin, de toute façon, les brutalités ne sont jamais justifiées. Mais voilà, c'est vraiment un moyen aussi, effectivement, de documenter des actions policières qui sortent du cadre. Et c'est ce qui a, d'une certaine manière, permis à Sofiane, ce jeune des Ulysses, de porter plainte parce que la vidéo, si vous avez le courage de la regarder, c'est atroce. C'est vraiment atroce, mais en même temps, heureusement qu'elle existe, quoi. Donc, voilà, on a fait le tour de justement, on avait vraiment essayé dans cet épisode de ne pas aller sur le terrain irrationnel qui consiste à dire que les minorités auraient des comportements culturels particuliers qui expliqueraient une surmortalité ou des brutalités policières, mais essayer de déconstruire ça en vous donnant des références. Donc, on espère que ça vous a intéressé. Peut-être que tu as un petit mot à dire, Grâce, pour terminer.
Écoute, ouais, non, je suis contente qu'on ait pu adresser cette question-là à chaud, parce que c'est vrai qu'on fait rarement des épisodes à chaud, mais là, je pense que pendant le confinement, parler du confinement, ça nous permet aussi moi, ça me permet de ne pas, de partager un peu ces angoisses que j'ai avec vous, parce que c'est vrai que de savoir tout ça sur notre pays, notre France, qui se passe actuellement, ça m'enlève un peu d'espoir dans l'humanité, donc j'espère que vous aussi, le fait d'en parler ensemble, ça pourra vous éclairer sur ces pistes. Et Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas qu'on fait pas d'épisode sur l'actu. C'est pas vraiment le propos de Kif Taras, mais je trouve qu'en ce moment, c'est important d'avoir une lecture, justement, qui tient compte des dynamiques racistes et raciales de ce qui se passe, quoi. Et puis après, on parle beaucoup de privilèges dans Kif Taras. Je pense que toi et moi, on avait aussi envie d'utiliser ce privilège qu'on a d'être confinés pour parler des gens qui n'ont pas cette même chance, cette même possibilité, et de parler de la manière dont le virus les frappe du fait de l'histoire dont on parle régulièrement. Donc, merci Grace. Merci Rokhaya. Ouais. On arrive à la fin de ce numéro, donc qui a été enregistré chez nous dans des conditions de confinement strictes sur les inégalités d'accès à la santé, à la sécurité. Protégez-vous, continuez à rester en bonne santé, prenez soin de vous et de vos proches. Kif Taras, c'est un podcast de Binge Audio enregistré aujourd'hui depuis l'application Zoom. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kif Taras. Et cet épisode a été réalisé par Quentin Bresson et produit par Camille Regache. Merci Rokhaya. Merci Grace.